Boléro, le podcast des investissements. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de Boléro sur les investissements. Je suis Bérangère et je reçois dans notre studio Boléro des acteurs du monde de la bourse, qu'ils soient internes ou externes au groupe KBC. Notre mission chez Boléro ? Informer, éduquer tout type d'investisseurs sur des sujets, actus et tendances boursières du moment. Parce que la bourse, c'est Boléro. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre podcast de Boléro et les investissements. Au vu de la situation macroéconomique actuelle en 2025 et l'impact que cela a sur les marchés boursiers, nous avons estimé qu'il était opportun de faire vraiment un podcast spécifique là-dessus. Donc, au travers de ce podcast, vous découvrirez l'impact direct de la situation macroéconomique sur les marchés boursiers. Également, les différents indicateurs économiques à prendre en compte. Et aujourd'hui, du coup, nous accueillons Laurent et Andrea, nos experts de KBC. Bonjour Laurent et bonjour Andrea. Bonjour Bérangère. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir ici dans les studios Boléro. Alors, je vais peut-être commencer par vous demander une brève présentation de vous. Oui, donc moi je suis Laurent Convent, je suis senior économiste chez KBC pour le groupe et je suis spécialisé dans les États-Unis qui sont thème très actuel aujourd'hui. Tout à fait. Andrea Gabellon, analyste buy-side chez KBC Securities. Je m'occupe des actions, donc des equities, avec un focus sur le secteur industriel, healthcare, pharma donc, et immobilier. Ok, alors on va peut-être commencer par Laurent. Laurent, peut-être de manière plutôt générale, comment décrirais-tu en fait la macroéconomie ? La macroéconomie est une discipline au fait qui étudie l'économie d'une manière agrégée, donc pas par secteur, mais plutôt d'une perspective globale. Et nous, chez KBC Economics, nous faisons des prévisions de plusieurs indicateurs. Le plus important, bien sûr, est la croissance du PIB, donc ce que le nombre de services et de biens qu'une économie produit en termes de valeur ajoutée annuellement. Et donc, nous faisons des prévisions de la croissance. Nous suivons également l'inflation, qui est l'augmentation des prix, les taux de chômage, qui donnent une belle indication de la performance du marché de travail. Nous faisons également des prévisions des taux directeurs des banques centrales et également des taux obligataires à plus long terme. Ok André, on va peut-être un petit peu rebondir sur ce que Laurent a dit et quels sont les indicateurs économiques à prendre en compte pour investir en bourse ? En fait, j'aimerais bien faire une analogie et donc il faut penser à l'économie comme à une voiture et la bourse comme un passager qui réagit à la conduite. En tant qu'investisseur, il faut regarder et garder les yeux sur le tableau de bord. Donc, le premier indicateur, c'est l'inflation. On peut le comparer à la température du moteur. Donc, si elle chauffe trop, le système entier surchauffe. En avril, l'inflation aux États-Unis était de 2,3%, qui est toujours un petit peu élevée, mais elle est en amélioration. Et donc, on attend le prochain mouvement de la Fed. En amélioration par rapport à par rapport à historiquement, on sort, mais je pense que Laurent va en parler beaucoup plus en détail, mais on sort d'une période de forte inflation, surtout aux États-Unis, et donc on attend aux prochains indicateurs pour voir si cela est à la baisse. Les taux d'intérêt sont un petit peu la pédale du frein, donc la Fed garde le pied dessus, tandis que la BCE en Europe commence à relever le pied. Baisser les taux, en fait, ça veut dire booster l'économie, c'est relâcher la pression et cela soutient le marché boursier, soutient les actions. On peut comparer la croissance du PIB au compteur de vitesse. Aux États-Unis, la croissance et l'économie a calé au premier trimestre, tandis qu'en Europe a repris
un petit peu de vitesse. Et pour finir, le chômage et le carburant. Donc, tandis que les gens travaillent, l'économie roule. Le chômage, il faut dire, reste toujours faible aux États-Unis, mais aussi en Europe. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que comprendre le tableau de bord, donc ces indicateurs principaux, vous aide un petit peu à anticiper la direction des marchés, même si cela reste toujours, bien évidemment, très, très compliqué. Ok, alors on revient peut-être à l'actualité. De quelle manière, Andrea, la situation macroéconomique a eu un impact direct sur les marchés boursiers ces derniers temps ? Pour commencer par l'inflation, comme j'ai mentionné, mais à nouveau on va en parler plus en détail, et elle était élevée pour pas mal de temps et reste un problème pour les économies mondiales, toujours actuellement. Les tarifs sont toujours un problème parce qu'ils ont des effets inflationnaires, et donc le marché boursier, pour une certaine période, après l'élection de Trump, était sous pression. Donc, actuellement, il y a de plus en plus d'acteurs dans le marché qui s'attendent à une baisse des taux parce que, comme je viens de mentionner, l'inflation est un petit peu plus sous contrôle et donc cela pourrait aider les actions, donc le marché boursier, à rebondir encore plus parce qu'on a vu quand même un rebond assez important depuis le 2 avril ou le Liberation Day. Mm-hmm. Ok, donc Laurent, voilà, l'élection de Trump a clairement chamboulé en fait le monde. Quel est l'impact de sa politique sur l'environnement macroéconomique ? Oui, Andrea, on a touché déjà un petit mot, mais c'est clair que l'impact le plus important de la politique de Trump est lié à la guerre commerciale qu'il est en train de mener. Il faut savoir, malgré le fait qu'il y a eu un accord entre la Chine et les États-Unis récemment, les taux effectifs, les tarifs effectifs douaniers ont augmenté de 2% à 13% cette année, ce qui est en fait un niveau qu'on n'a plus vu depuis les années 30 de l'année dernière, donc qui est très très élevé. Et ça impacte bien sûr l'économie. Pour les Américains même, eux, ils devront payer plus pour les produits qui sont apportés aux États-Unis. Donc ça va nuire leur pouvoir d'achat. Et en même temps, pour toutes les entreprises qui font du commerce avec les États-Unis, les entreprises européennes par exemple qui exportent vers les États-Unis, ou les entreprises américaines qui exportent globalement, ça va être nocif et ça va nuire leur activité. Donc, ça c'est une chose. On voit aussi, donc ça c'est l'impact direct, on voit aussi qu'il y a un impact indirect de la politique de Trump, c'est-à-dire qu'il fait des volte-face tout le temps et que pour les investisseurs, ce n'est pas clair quel sera le tarif douanier final qu'ils devront payer dans quelques années. Et donc, du coup, il est très dur d'investir et on voit à plusieurs indicateurs que l'incertitude est à des niveaux qu'on a rarement vus. Et donc, ça va réduire les investissements dans les prochaines années. On a aussi vu un grand impact sur les marchés financiers. On a déjà parlé du Liberation Day qui a été très tumultueux sur les marchés financiers. Et là, ce qui était le plus surprenant, c'est que le dollar a un peu perdu sa réputation de valeur refuge. Et on voit que le dollar a baissé par rapport à l'euro, malgré le fait que les taux d'intérêt américains ont augmenté par rapport aux taux d'intérêt allemands. Je parle des taux obligataires des bons d'État. Donc ça c'est assez surprenant et indique qu'il y a moins de confiance des marchés financiers dans le gouvernement américain et qu'il y a une certaine prime de risque maintenant sur les actifs américains. Quand on parle de l'économie réelle, Andrea en parlait aussi, on voit que le PIB américain a diminué le trimestre dernier, venant d'une croissance de 2,8% en 2024. C'est un grand changement.
et donc qui est due aussi à la politique de Trump. La raison principale est parce que la balance commerciale, le déficit sur la balance commerciale a augmenté, car les consommateurs et les entreprises, en anticipation des tarifs douaniers, ont importé plus, ce qui impacte négativement le PIB américain. On voit aussi, et ça c'est très inquiétant, un ralentissement de la croissance de la consommation. Et le consommateur, les dernières années, a vraiment été le moteur de l'économie américaine. Et donc, c'est inquiétant de voir ce ralentissement. Et en plus, si on regarde les indicateurs de confiance des consommateurs, on voit qu'ils ont fortement baissé depuis l'inauguration de Trump. Donc, ça c'est le PIB. Si on regarde l'inflation, l'inflation maintenant en avril était de 2,3% et à la baisse. Donc à court terme, l'évolution de l'inflation était assez favorable et allait dans la direction de la Fed. Ceci dit, vu que les tarifs douaniers vont augmenter les prix pour les consommateurs, à plus long terme, les attentes des consommateurs en termes d'inflation ont énormément augmenté, ce qui indique que l'inflation va de nouveau accélérer au moyen terme, ce qui est bien sûr un grand problème pour la Fed. Si on compare ce qui se passe en Amérique par rapport à l'Europe, bien sûr, l'Europe a impacté par la guerre commerciale. L'Amérique est la plus grande économie mondiale et notre plus grand marché en termes d'exportation. Donc, on sera bien sûr impacté. Ceci dit, en termes l'Europe a très bien réagi. Il y a une contre-réaction de l'Europe, surtout en Allemagne, où le gouvernement allemand a décidé de changer la constitution pour permettre plus de dépenses dans la défense et dans l'infrastructure, ce qui donnera un boost à l'Europe. Ceci dit, l'économie européenne reste assez faible et nous prévoyons une croissance économique toujours en dessous des 1% cette année, ce qui est relativement faible et en dessous de la croissance potentielle. En termes d'inflation, là, la situation est différente qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les consommateurs s'attendent à ce que l'inflation va augmenter à cause des tarifs, mais il n'y aura pas d'augmentation des tarifs pour les produits qui rentrent en Europe, ou en tout cas pas une grande augmentation. Et donc, il n'y aura pas ce même effet d'inflation. En plus, l'euro s'est renforcé, ce qui va aussi peser sur l'inflation. Et les prix énergétiques, le pétrole, le gaz ont fortement baissé les derniers mois, ce qui aussi a un effet bénéfique pour l'inflation. Si alors on regarde ce que ça veut dire pour les banques centrales, pour la Fed, la situation actuelle est un peu compliquée. C'est-à-dire que la situation de stagflation, c'est-à-dire une stagnation économique combinée avec une inflation qui remonte, complique les deux objectifs, crée un conflit entre les deux objectifs de la Fed, car la Fed veut d'un côté garder l'inflation proche du target de 2%. En même temps, elle veut essayer de créer un maximum d'emplois et réduire le taux de chômage. Ce qui va être compliqué dans la situation actuelle. Il est clair que dans la dernière conférence de presse de Jerome Powell, la Fed maintenant adopte un wait-and-see mode, vu qu'il y a énormément d'incertitudes qui a été mentionné par Jerome Powell. Et donc, nous attendons que la Fed garde les taux au niveau actuel dans la première moitié de cette année. Et nous estimons, puisque les taux sont actuellement quand même restrictifs, qu'elle va quand même baisser les taux 3 fois la seconde moitié de cette année. La situation est différente pour la Banque centrale européenne, qui n'a pas ce dilemme que la Fed a, c'est-à-dire en Europe, la croissance est faible, mais l'inflation s'affaiblit aussi.
ce qui facilite la tâche et ce qui permet à la Banque centrale de diminuer le taux, ce qu'elle a fait plusieurs fois d'affilée déjà. Et ce que, selon nous, elle va continuer à faire. Nous estimons encore qu'elle va couper les taux 2 fois et que le taux, cette année, va arriver à 1,75, ce qui donnera un léger boost à l'économie européenne. Et donc, Andrea, justement, j'aimerais bien aussi te poser la même question. Est-ce que quel impact, en fait, la politique de Trump a sur les marchés boursiers ? Je voudrais toujours faire référence à mon analogie sur la voiture et la conduite. Donc, il faut imaginer, on est dans une voiture, on roule tranquillement et soudain, on voit un panneau travaux. C'est l'effet que Trump a eu sur les marchés, en fait. Donc, si on revient en 2017, donc son premier terme, ce qui était positif, c'était qu'avec la baisse d'impôts, en fait, il y a eu un turbo pour les bénéfices des entreprises américaines et donc un effet assez positif sur le marché boursier. Mais maintenant, la route est moins positive parce que, comme Laurent l'a mentionné, il y a toute une histoire de guerre commerciale avec la Chine, mais non seulement. Et donc, les implications implications négatives pour les sociétés sont très importantes, surtout parce que ce qui est important pour les sociétés en termes de chaîne d'approvisionnement, c'est la stabilité. Et actuellement, encore une fois, Laurent l'a mentionné, on ne sait pas. Voilà, exactement. C'est l'incertitude. Les sociétés ne savent pas quel sera la tarif finale. Et donc, il y a toute une problématique de chaîne d'approvisionnement qui est en place. Tout est encore incertain, mais il faut dire que Trump semble en fait ouvert à des négociations et à faire des deals à court terme. On l'a vu déjà avec la baisse des tarifs avec la Chine. On comprend qu'en Europe, il y a un peu plus de friction avec la Commission. Donc, à voir comment la situation va évoluer. Donc, c'est sûr, les tarifs ont un impact négatif sur tout le marché. Et ce qu'on a vu aussi de manière assez intéressante, c'est que des secteurs qui étaient historiquement des secteurs refuges en période de volatilité, exemple le secteur de la santé, eux aussi, ils ont été attaqués par des mesures ou l'intention d'imposer des mesures. Donc, pour le secteur de la santé, c'était à la fois les tarifs et aussi des mesures sur le pricing de médicaments qui ont des impacts énormes pour le business model du secteur. Donc, voilà, on voit aussi que le playbook, si on peut l'appeler comme ça, donc la stratégie qui a pu marcher historiquement pour un investisseur dans des périodes de volatilité n'a pas marché nécessairement ces derniers, disons, 12-18 mois. Voilà. Ok, Andrea, deuxième petite question. Quelle est ta vision, en fait, que tu as sur les marchés boursiers, principalement aux États-Unis et en Europe ? Faut dire que les États-Unis roulent toujours vite d'un point de vue marché boursier. Surtout récemment, on a vu une belle performance suite aux bonnes nouvelles par rapport aux tarifs. C'est sûr que le segment tech, l'intelligence artificielle reste des secteurs phares pour l'économie américaine. Mais il faut aussi dire que les valorisations sont à nouveau assez élevées. La croissance aussi, elle vient de caler un tout petit peu. Donc, c'est pour cela qu'on est plutôt positif relativement sur l'Europe, parce que Laurent l'a mentionné, d'un point de vue monétaire, la BCE est dans une situation un peu moins compliquée par rapport à la Fed. Donc, on s'attend à une direction des taux plutôt claire à la baisse. Et les valorisations sur le marché restent quand même assez attractives, surtout si on considère aussi les politiques fiscales très importantes qui ont été mises, encore une fois, Laurent l'a mentionné, en place en Allemagne, mais non seulement, on voit des mesures positives en France, en Italie, et donc tout cela devrait soutenir la croissance des sociétés européennes.
faut dire aussi, d'un point de vue de positionnement, l'ancien continent est aussi revenu sur le radar des gros investisseurs institutionnels américains suite à la grande volatilité sur les marchés américains. Et donc, on pense qu'un plus grand intérêt dans le marché boursier européen pourrait soutenir les valorisations aussi. Donc, de manière sectorielle, en Europe, qu'est-ce qu'on aime? L'infrastructure, encore une fois, grâce au plan d'investissement en Europe en termes d'infrastructure, ça devrait aider les sociétés locales. La défense, les banques et aussi les valeurs défensives, on pense qu'elles sont tous bien positionnées. Ok. Et les valeurs défensives, tu entends quoi? Plutôt du côté de la consommation, du secteur de la consommation. Ouais. Alors, Andrea, sur quelle action mises-tu pour le moment? Comme je mentionnais, on est assez positif sur l'Europe globalement, mais s'il faut choisir 3 actions assez intéressantes, premièrement Saint-Gobain, et je suggère aux auditeurs de regarder déjà les autres podcasts ou vidéos à ce sujet, mais Saint-Gobain, le leader mondial dans la construction légère et durable, nous considérons l'action comme gagnante de la reprise cyclique en Europe, et donc nous attendons aussi le plan stratégique, la mise à jour du plan stratégique plus tard en 2025, où on pense que la direction va publier des ambitions, des chiffres de guidance, d'ambition assez positifs. Donc, on est assez intéressé par l'action. Deuxièmement, Infineon. Il faut dire que les principaux marchés finaux d'Infineon, c'est une société technologique européenne qui sont l'industriel et l'automobile, ont été sous pression pour pas mal de temps. Là aussi, on s'attend à une reprise, même si elle sera peut-être un peu lente dans les 2 marchés finaux. Mais une fois que le contexte macroéconomique va se stabiliser, nous attendons que le marché va commencer aussi à apprécier beaucoup plus un titre comme Infineon. Et finalement, dans le secteur de la consommation, Nestlé, il retrouve enfin des chiffres d'affaires plus solides avec la croissance plutôt équilibrée des prix et des volumes. Combiné à une valorisation peu exigeante, nous pensons qu'il s'agit d'une excellente action à détenir dans un environnement volatile. Ok, merci beaucoup. Alors, à tous les deux, pour conclure, j'aimerais un petit peu vous poser la question. On va commencer par Laurent. Laurent, pour conclure, quelles sont les tendances en fait macroéconomiques que tu pourrais ici expliquer? Je vois 3 grandes tendances. Je crois qu'une première, on a parlé, c'est la continuation de la déglobalisation qui était déjà occupée depuis 2016, mais qui va maintenant accélérer avec les tarifs de Trump qui ont fortement augmenté et les États-Unis qui se retirent un peu de l'ordre global, disons. Donc je crois que ça, c'est une première grande tendance et qui aura bien sûr un grand impact économique. On voit bien que relativement, on arrive un peu, au moins au court et moyen terme, à la fin de l'exceptionnalisme américain. Dans les dernières années, les décennies, même l'Amérique a fortement surperformé l'Europe, le Japon et d'autres économies avancées. La politique américaine va surtout toucher la croissance américaine, va aussi bien impacter le reste du monde, mais disons que l'écart va devenir moins grand entre l'Amérique et le reste du monde. Et le reste du monde, et l'Europe. Exactement. Et alors, une troisième tendance, et c'est un peu lié, c'est la fin ou la réduction du dollar comme valeur refuge. Et on croit que cette pression sur le dollar va continuer parce que les banques centrales, vu ce qui s'est passé aux États-Unis, vont vouloir diversifier de plus en plus leurs réserves, ce qui va en fait donner une pression constante sur le dollar et qui peut bénéficier l'euro. Et toi, Andrea, quelles sont les tendances actuelles que tu pourrais tirer en fait de la situation actuelle ?
Je pense que donc, dans une période assez volatile sur les marchés, il faut être très prudent. Et donc, mon conseil, c'est de vraiment regarder à long terme, diversifier. Et surtout, en fait, à mon avis, c'est le facteur qualité d'un point de vue boursier qui va bien performer. Donc, regarder à des sociétés avec des flux de trésorerie solides, un fort avantage concurrentiel et aussi des marges élevées. La qualité va être le facteur qui va surperformer dans des périodes d'incertitude et de volatilité, à mon avis. Et surtout, en fait, pour conclure, la bourse n'est pas vraiment, ne consiste pas à prévoir le prochain virage, mais surtout à rester sur la route. Un tout grand merci à vous deux pour toutes ces belles explications, d'être venus ici à notre studio et j'espère à tout bientôt. Merci. Merci.